26 novembre 1941. Une armada de la marine impériale japonaise quitte secrètement l'archipel du Soleil levant. Elle ne comporte pas moins de 6 porte-avions, 22 sous-marins, 5 sous-marins de poche, 3 croiseurs légers et 8 bateaux de ravitaillement en carburant. Destination, l'archipel d'Hawaï, au cœur de l'océan Pacifique, où elle arrivera dans les premiers jours de décembre 1941. Sa mission, définie quelques semaines auparavant, est aussi limpide que brutale. Les Japonais auront 2 heures pour anéantir la flotte américaine stationnée à Pearl Harbor. Si elle réussit, cette attaque devrait permettre au Japon de conquérir le Pacifique en moins de 6 mois, avant même que les États-Unis n'aient remis leurs forces navales en état de combattre. Après seulement 2 heures d'une attaque éclair, parfaitement coordonnée, la flotte du Pacifique est en flammes. Cette incroyable explosion s'est produite juste ici. Et elle a emporté avec elle la vie de 1177 Américains. La plupart des cuirassés, fierté de la marine américaine, ont été touchés ou coulés. Que s'est-il passé à Pearl Harbor ce 7 décembre 1941? Comment les Japonais ont-ils préparé cette attaque? Ce désastre aurait-il pu être évité? Le président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt, était-il au courant de cet assaut imminent? A-t-il laissé faire pour convaincre son opinion publique de rentrer en guerre? Historien et journaliste, j'ai voulu savoir ce qui s'était passé à Pearl Harbor ce 7 décembre 1941. J'ai traversé le temps. J'ai revécu les 2 heures les plus terribles de l'histoire américaine. J'ai interrogé les meilleurs spécialistes de cette attaque surprise. Et le trou sur le flanc du bateau était si énorme qu'un bus aurait pu passer au travers. J'ai récolté des indices. Il reste encore des traces de l'attaque, là, sur le mur. J'ai recueilli des témoignages exceptionnels. Quelle journée horrible. Avec eux, grâce à eux, j'ai levé le voile sur l'un des épisodes cruciaux de la Seconde Guerre mondiale. Car, en 2 heures d'un assaut foudroyant, les forces aéronavales japonaises ont changé le cours de l'histoire. Elles ont libéré la puissance d'une nation endormie, prête à tout désormais pour venger l'affront de l'attaque surprise sur Pearl Harbor. Dimanche 7 décembre 1941, 6 heures du matin. L'île d'Oahu se réveille doucement. Lendemain de fête, de balles endiablées, de concours d'orchestre. Les matelots et les officiers de la Navy de garde sur le cuirassé USS Nevada se préparent à lever les couleurs. Les autres, dessous à fond de cale, se promènent sur la plage, flirtent avec le personnel féminin du Medical Corps ou se rendent à la messe dominicale. Une nouvelle journée de quiétude débute dans ce paradis hawaïen. Au même moment, à 250 km de l'archipel, 183 appareils japonais décollent de 6 porte-avions parvenus à destination sans être repérés. Les préparatifs de l'opération sont confiés au commandant en chef de la flotte, l'amiral Isoroku Yamamoto. Martin Morgan est historien, sans doute l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire militaire des États-Unis. Bonjour Martin. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Merci beaucoup.
Alors, qui était l'amiral Yamamoto? L'amiral Yamamoto Isoroku était le commandant en chef de la flotte impériale japonaise en 1941. C'était un officier de marine expérimenté, diplômé de l'Académie navale d'Etajima en 1904. Il a brièvement étudié aux États-Unis et connaît donc le peuple américain. C'était un précurseur et il a très vite compris l'importance de combiner à la fois les forces navales et aériennes. Ce fut essentiel en décembre 1941, pas seulement pour sa connaissance des batailles entre cuirassés, de la guerre en surface, mais aussi parce qu'il a saisi l'importance de l'aviation navale. Dans une guerre moderne, un appareil qui décolle d'un porte-avions représente une menace sérieuse pour l'ennemi. Moins d'une heure après leur décollage, les premiers avions japonais survoleront Pearl Harbor. Ils confirmeront ce dont ils se doutaient. Pearl Harbor dort. L'Amérique, elle, va bientôt être réveillée par le fracas des explosions et l'opinion publique sera contrainte et forcée de s'intéresser enfin à un monde en guerre depuis l'automne 1939. Année 30. Alors qu'en Europe, une seconde guerre mondiale semble de plus en plus inévitable, le peuple américain ne se sent guère concerné par les affaires du monde. Profondément marqués par les affres de la Grande Guerre, les Américains profitent du retour à la prospérité après la Grande Dépression des années 30. La propagande isolationniste et pacifiste bat son plein. À la question de l'entrée en guerre de leur pays, les Américains semblent unanimes. In the event of war in Europe, I think we should stay out of it entirely. Another war, not for me. This time America should keep out, and I know I will. We should mind our own business. By all means, no. No. No! Réélu en 1933, le président Roosevelt s'évertue à maintenir son pays dans une stricte neutralité, tout en s'inquiétant de plus en plus de la politique expansionniste du Japon en Asie. À partir de 1931, l'armée impériale japonaise a envahi la Mandchourie, puis a pris progressivement le contrôle d'autres régions de la Chine. En 1937, la totalité du pays est sous domination nippone. Pendant 6 semaines, du mois de décembre 1937 au mois de février 1938, les troupes japonaises mettent à sac la ville chinoise de Nankin. Plusieurs centaines de milliers de civils sont massacrés, des dizaines de milliers de femmes et d'enfants sont violés, mutilés et exécutés. Le viol de Nankin émeut l'opinion publique internationale. La guerre est sur le point de frapper à la porte de démocraties endormies sur leur certitude. Le réveil va être douloureux. En septembre 1939, l'Allemagne nazie écrase la Pologne. Moins d'un an plus tard, en mai 1940, elle envahit les Pays-Bas, la Belgique et la France au cours d'une campagne expéditive. Au mois de septembre de cette année tragique pour les démocraties européennes, le Japon rejoint les forces de l'Axe en signant l'accord tripartite. Le 22 septembre 1940, les troupes nippones envahissent l'Indochine jusqu'à leur colonie française. Le grignotage de l'Asie se poursuit. Mais aux États-Unis, le clan des isolationnistes, l'American First Committee, fondé en 1940 et dirigé par le très populaire Charles Lindbergh, campe sur ses positions. We cannot allow the natural passions and prejudices of other peoples to lead our country to destruction. Hors de question d'intervenir dans ce nouveau conflit, l'Amérique doit d'abord défendre ses propres intérêts. Elle ne va pas tarder à être contrainte de le faire. A blue dress that never fails
Au mois d'avril 1940, la flotte du Pacifique a été transférée de San Diego vers l'île d'Oahu, l'une des plus grandes îles de l'archipel hawaïen. Elle stationnera dans la plus grande base navale du Pacifique, Pearl Harbor, un port stratégique sur la route de l'Extrême-Orient, protégeant les axes maritimes vers le canal de Panama et la côte ouest américaine à plus de 3700 km de là. La base de Pearl Harbor s'étend autour d'une rade peu profonde dont l'entrée est constituée par un chenal très étroit de 400 mètres de large. La plupart des navires de guerre mouillent à l'intérieur de la rade, à l'est et au nord de l'île de Ford. 3 se trouvent à l'ouest, l'USS Utah, l'USS Raleigh et l'USS Curtis. La plupart des bâtiments sont alors amarrés 2 par 2 par souci d'économie et par manque de place. Les navires expédiés à Pearl Harbor constituent la fierté de la flotte du Pacifique. Il y a là 28 destroyers, 9 croiseurs, 4 sous-marins et 8 cuirassés, dont l'USS Arizona. Un monstre marin long de 185 mètres pour plus de 30 000 tonnes. Inauguré à New York en 1914, l'USS Arizona a été modernisé au sortir de la Première Guerre mondiale. Il est armé de 12 canons de 356 mm, 22 de 127 mm et 4 de 76 mm. Au cours de 20 mois de travaux intensifs, le navire a reçu un blindage supplémentaire pour protéger ses parties vitales et des caissons de protection contre les torpilles. Le navire est également équipé de nouvelles chaudières et de nouvelles turbines. C'est le symbole de la puissance navale américaine. Une ville flottante, manœuvrée par 1474 officiers et matelots, très heureux de profiter des douceurs hawaïennes. La sérénité qui règne à Hawaï tranche avec le chaos européen. Après avoir envahi la France, les troupes hitlériennes ont progressé partout, dans les Balkans, en Grèce, en Afrique du Nord. L'Angleterre de Winston Churchill se retrouve isolée, faisant face depuis le mois de septembre 1940 aux attaques massives de la Luftwaffe. La Royal Air Force a perdu 417 pilotes, plus de 27 000 civils sont morts. Pour soulager le Royaume-Uni écrasé sous les bombes et lancé dans cette bataille aérienne dantesque, Roosevelt décide de transférer 20% de la flotte du Pacifique vers l'Atlantique. La base de Pearl Harbor est réorganisée au mois de février 1941. Le général Walter Short prend le commandement des forces terrestres. Sa première préoccupation, les milliers de civils d'origine asiatique présents sur l'île d'Oahu, parmi lesquels se cachent sans doute des espions à la solde de Tokyo. La flotte américaine est placée sous les ordres de l'amiral Husband Kimmel. Si Short et Kimmel considèrent le Japon comme un ennemi potentiel, l'amiral Kimmel est persuadé que la guerre, si elle a lieu, se déroulera en pleine mer, au cours de grandes batailles navales conventionnelles. Les officiers de marine américains affirment par ailleurs que les torpilles japonaises ne pourront être utilisées dans la rade peu profonde de Pearl Harbor, dont elles toucheront le fond avant d'atteindre leur cible. L'objectif du raid nippon sur Pearl Harbor est clair. Il faut anéantir la flotte qui y est stationnée, contraindre les forces américaines à se replier vers la Californie afin de permettre aux troupes nippones de conquérir l'Asie du Sud-Est et les îles de l'océan Pacifique. L'amiral Yamamoto n'est pas un tendre. Il sait que la guerre contre les États-Unis sera totale. Il dit « Si des hostilités éclatent avec les États-Unis, il ne suffit pas de prendre Guam et les Philippines, ni même Hawaï et San Francisco. Nous devrions aller à Washington et signer le traité à la Maison-Blanche. » Dès le mois de février 1941, il établit son plan. Il imagine une attaque combinant 22 sous-marins et 6 porte-avions.
Akagi, Hiryu, Shodaku, Soryu, Zuikaku et le Kaga. Un porte-avions gigantesque, dont le pont d'envol ne mesurait pas moins de 276 mètres de long, embarquant un groupe aérien de 72 à 75 appareils disponibles et une quinzaine d'avions en pièces détachées. Lancé en 1921 et rénové en 1934, le Kaga est une véritable forteresse, manœuvrée par 2400 hommes, armée de 10 canons de 203 mm, 12 de 120 mm, 8 de 127 mm et 22 canons anti-aériens de 25 mm. « 353 appareils de l'aéronavale nippone constitueront donc le fer de lance de l'attaque. Pour forger sa stratégie, Yamamoto s'inspire de batailles navales et notamment de celle de Tarente en Italie au mois de novembre 1940. L'amiral britannique Cunningham avait alors lancé plusieurs bombardiers torpilleurs depuis un porte-avions de son escadre. En 1941, l'amiral Yamamoto envoie des experts japonais en Italie pour recueillir des informations qui permettraient de transposer cette stratégie dans le Pacifique. Des préparatifs qui n'auraient pas dû passer inaperçus. Les Alliés étaient-ils au courant que le Japon préparait une attaque sur Pearl Harbor? On savait que quelque chose se préparait. La question était de savoir où ça allait avoir lieu. Des informations commençaient à nous parvenir à une fréquence telle que les services de renseignement militaires américains étaient un peu débordés. Par exemple, Duško Popov a informé directement le FBI que les Allemands et l'Abwehr, les services secrets allemands, lui avaient transmis un questionnaire de 3 pages. On lui avait donné l'ordre de se rendre aux États-Unis et d'y monter une opération d'espionnage. Une page entière était consacrée à des questions précises sur la base opérationnelle de Pearl Harbor, sur l'île d'Oahu et l'archipel d'Hawaï. Des informations du même genre commençaient à circuler peu à peu, suggérant que quelque chose pouvait se produire ici, à Hawaï. Mais la majorité des chefs militaires américains n'y croyaient pas. Pour eux, les Japonais étaient incapables de traverser l'océan Pacifique pour venir menacer les îles hawaïennes. 6000 km séparent le Japon de l'archipel d'Hawaï. Et l'amiral Yamamoto va avoir beaucoup de mal à faire accepter son plan. Il faut dire que l'entreprise s'avère particulièrement risquée, car la plus grande partie de la marine de guerre doit parcourir des milliers de kilomètres sans être repérée. Il menacera même de démissionner pour que l'opération soit finalement acceptée. Depuis les îles Kuril, où elle s'est rassemblée, l'armada devra venir se placer à 240 km au nord de l'île d'Oahu. L'attaque aérienne se déroulera en 2 vagues séparées. La première, composée de chasseurs, de bombardiers en piqué et de bombardiers torpilleurs, abordera les objectifs par l'ouest. La seconde, composée de chasseurs et de bombardiers, abordera les objectifs par l'est. Pendant plusieurs mois, les pilotes nippons s'entraînent au-dessus de la baie japonaise de Kagoshima, très proche physiquement de la rade de Pearl Harbor. Leur service de renseignement récupère les nombreuses données fournies par un espion de choix, Takeo Yoshikawa. Pendant des mois, l'homme a sillonné l'île d'Oahu comme un touriste lambda. Il photographie tout. Les bateaux amarrés dans la rade, les installations portuaires, les positions des batteries antiaériennes. Il se paye même le luxe d'effectuer quelques vols touristiques au-dessus de la rade. Les Japonais sont si bien renseignés qu'ils sont en mesure de fabriquer une maquette géante de Pearl Harbor afin de préparer l'attaque. Tout y est. Le général Short avait raison de se méfier des espions, mais ce n'est pas tout. De leur côté, les ingénieurs nippons mettent au point de nouvelles armes comme des bombes perforantes capables de percer la coque des navires. Ils ont également créé de nouvelles torpilles, car les eaux peu profondes de la rade de Pearl Harbor empêchent l'utilisation d'engins conventionnels qui pourraient exploser sur le fond marin avant d'atteindre leur cible.
Des bombardiers torpilleurs Nakashima B5N2 KT seront donc dotés de torpilles type 91, munies d'ailerons pour les stabiliser. D'autres largueront une bombe perforante de 800 kg. Les forces aériennes seront également composées de bombardiers en piqué Aichi D3A, armés d'une bombe de 250 kg, et de chasseurs Mitsubishi A6M2 Zeke, les célèbres Zéro. Burl Burlingame est historien au Pacific Aviation Museum. Alors voici le célèbre Zéro. Oui, tout le monde connaît le nom de cet avion. Même les gens qui ne s'intéressent pas à l'aéronautique en ont entendu parler. Il fait tellement partie de l'image que les Japonais ont d'eux-mêmes qu'il les représente de bien des façons. Comme avion de chasse, il est juste incroyable. Les Japonais étaient surtout férus de tactique. Ils combattaient au sabre sur les champs de bataille. En fait, cet avion est comme un sabre de samouraï volant. Il a été conçu pour s'approcher de très près de l'ennemi. Dans les combats aériens, il tirait grâce à ses petites mitraillettes et à ses quelques canons. Au début de la guerre du Pacifique, cet avion régnait en maître. C'est un très bon avion. Pour l'époque, il était excellent. Mais c'est un avion qui date de la fin des années 30. Du coup, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1943-1944, l'aviation avait progressé si rapidement qu'il s'est vite retrouvé dépassé. Lors de l'attaque de Pearl Harbor, les forces japonaises étaient-elles très importantes? En fait, pas tant que ça, mais elles étaient très puissantes. Avec 6 porte-avions pour attaquer Pearl Harbor, on est devant la force de frappe la plus massive de tous les temps. Le plan consistait à forcer les navires américains à quitter le port pour que les sous-marins japonais qui croisaient au large les achèvent. Les pilotes japonais étaient particulièrement bien entraînés. Ils avaient derrière eux plusieurs années de combats aériens contre les Français en Chine, alors que les pilotes américains n'avaient encore aucune expérience. Les forces aériennes américaines stationnées à Pearl Harbor comptent 300 appareils dont des chasseurs Curtiss P-40B Warhawk. De quel type d'avion disposaient les Américains à Pearl Harbor? Notre premier avion de chasse a été le Curtiss P-40. Il était très rapide grâce à son moteur à cylindre en ligne. Il y avait aussi une version à moteur radial sur un appareil un peu moins puissant mais plus facile à manœuvrer qui s'appelait le P-36. Les Français l'avaient baptisé le Hawk 75 et l'ont utilisé pour la bataille de France. Et c'est un bon avion? Oui, quand il était dans son élément, ce que nous appelons son enveloppe de vol. Au-dessus de 10 000 pieds, il n'était pas très performant parce que le moteur n'avait pas de compresseur. Sous 10 000 pieds, il était très facile à manœuvrer, très endurant, très robuste. Vous remarquez qu'il était équipé de 6 grosses mitrailleuses, alors que le Zéro japonais, lui, n'en avait que 2 très petites. Le P-40 était aussi plus rapide. Il pouvait plonger en piqué et échapper au Zéro sans problème. Mais nos gars voulaient du combat aérien. Et quand on a compris qu'on pouvait dépasser l'ennemi, tirer et repartir, le P-40 s'est très bien comporté. Nous sommes ici sur un site historique. Ce hangar existait déjà au moment de l'attaque? Il était flambant neuf. On pouvait encore sentir l'odeur du ciment en train de sécher. Et il reste encore des traces de l'attaque, là, sur le mur. Celle-là? Oui, les Japonais attaquaient les avions sur la zone, pas le hangar. Sinon, il n'y aurait plus une fenêtre ici. Ce que vous voyez là, ce sont les impacts des balles qui datent de l'attaque. L'armée américaine les a conservés comme un témoignage. Vous êtes sur le champ de bataille. Si l'attaque prévue pour le 7 décembre 1941 est top secret, des rumeurs circulent. L'ambassadeur américain à Tokyo, Joseph Grew, alerte Washington sur une possible attaque dans le Pacifique.
Dans son rapport, il écrit « Les Japonais tentent de mettre au point une attaque contre Pearl Harbor en mobilisant toutes leurs forces et leur armement. » Mais l'état-major n'y croit pas. À Pearl Harbor, le général Short est toujours aussi préoccupé par les attentats et autres sabotages. Il décide de faire regrouper les appareils pour les maintenir sous bonne garde. Les avions de chasse et autres bombardiers B-17 sont parqués aile contre aile. En cas d'attaque aérienne, ils constitueront des cibles de choix. Mais Short n'envisage pas une telle éventualité. Roosevelt lui-même ne croit pas que le Japon attaquera les installations américaines de Pearl Harbor. Il est persuadé que la première cible sera les Philippines. Il a tort, car le Japon n'a plus d'autre choix que d'attaquer les États-Unis, vite et fort. À l'été 1941, les tensions entre les États-Unis et le Japon sont à leur comble. À la suite du refus du Japon de se retirer de l'Indochine et de la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont décrété, à partir du 26 juillet 1941, l'embargo complet sur le pétrole et l'acier, ainsi que le gel des avoirs japonais sur le sol américain. Au début du mois de décembre 1941, des négociateurs japonais arrivent à Washington pour entamer des pourparlers visant à la levée de l'embargo. Si l'empereur Hirohito souhaite encore trouver une issue pacifique à la tension croissante avec les États-Unis, ses généraux, eux, se préparent à la guerre. Le 2 décembre, l'armada nippone, commandée par le vice-amiral Shuichi Nagumo, reçoit le message tant attendu « Nitakayama Nobore, escalader le mont Nitaka », c'est l'ordre d'attaque sur Pearl Harbor. Depuis le début de l'année 1941, les services de renseignement américains étaient en mesure de décoder les messages diffusés sur la radio japonaise. Le samedi 6 décembre, Tokyo expédie un document codé en 14 points à l'ambassadeur du Japon à Washington. Ce texte annonce la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Il doit être remis au secrétaire d'État américain le lendemain, 7 décembre, à 13 h, soit 7h30 heure d'Hawaï. Les services de renseignement américains interceptent le message avant même qu'il ne parvienne à l'ambassade japonaise. Les 13 premiers points sont aussitôt décodés et dans l'après-midi du 6 décembre, Roosevelt et les membres de son bureau apprennent que les négociations sont rompues. Le 14e point n'a pas été décodé. Il va demeurer un mystère pendant plusieurs heures. Nous sommes le samedi 6 décembre. Il est 18 h à Washington, 13h30 à Hawaï. Dans quelques heures, la flotte japonaise sera en position. L'amiral Yamamoto vient d'apprendre que 3 cibles de choix ont quitté la base navale américaine, les porte-avions Lexington, Saratoga et Enterprise. Pourquoi les 3 porte-avions américains ont-ils quitté Pearl Harbor? C'est vrai qu'ils étaient tous les 3 absents le 7 décembre. 3 porte-avions qui étaient assignés à la flotte du Pacifique et basés ici. L'USS Saratoga, l'USS Enterprise et l'USS Lexington. Le 7 décembre, l'USS Saratoga entrait dans le port de San Diego, sur la côte ouest américaine, pour recevoir son unité aérienne. Le 28 novembre 1941, le porte-avions USS Enterprise quitte le port à destination des îles de Wake. Il transporte des chasseurs Wildcat F-4F qu'il doit livrer à l'escadron de marine BMF 211. Et puis, à peine 2 jours avant l'attaque, le 5 décembre, l'USS Lexington quitte le port à son tour avec une cargaison de 18 bombardiers en piqué Vogue SPT Vindicator qu'il doit livrer aux îles Midway pour renforcer l'escadron de chasse BMSB 231. En résumé, un porte-avions est sur la côte américaine et les 2 autres livrent des avions de chasse à Wake et à Midway. Le but était de renforcer des îles que nous pensions susceptibles d'être attaquées. C'est ce qui explique l'absence des 3 porte-avions le 7 décembre, au grand regret des Japonais. À 11h58 du matin, le dimanche 7 décembre 1941, le chef des opérations navales américain reçoit le décodage du point 14. Le texte est limpide. La guerre est imminente. Il est 6h28 à Hawaï.
Inquiet de la teneur du message, le général George Marshall, conseiller du président Roosevelt, fait expédier des télégrammes d'alerte aux bases américaines aux Philippines, à Panama, à San Diego et Pearl Harbor. Mais en raison de problèmes techniques, le message n'arrivera pas à temps sur l'archipel hawaïen. De toutes les façons, il est déjà trop tard. La première vague d'avions de chasse, de bombardiers en piqué et de bombardiers torpilleurs japonais vient de décoller sous les acclamations du personnel de bord. Au cours de la nuit précédente, les pilotes ont prié devant l'autel des ancêtres. Tous suivent la voie du guerrier, le Bushido, un code strict exigeant loyauté et honneur jusqu'à la mort. Ce qu'ils veulent, c'est mettre à genoux leur adversaire. Dans quel état d'esprit sont les pilotes japonais juste avant l'attaque? Ils sont confiants, ils sont fiers. Je me dis parfois qu'au XXIe siècle, nous avons du mal à imaginer à quel point le nationalisme était fort il y a plus de 75 ans. Ce matin-là, ils emportent avec eux ce nationalisme, cette fierté d'être japonais, cette fierté de leur force militaire. Ils ont aussi confiance dans le matériel et les armes dont ils disposent. Ils possèdent alors le meilleur chasseur au monde, ils ont le meilleur avion torpilleur de la Deuxième Guerre mondiale, ils disposent de ce qui est officiellement, à cette époque, la plus grande flotte aéronavale du monde, et cette flotte est entrée sur la scène mondiale dans le ciel d'Oahu le 7 décembre 1941. Les hommes qui pilotent les avions pendant l'attaque ont toutes les raisons d'être fiers de la période que vient de traverser leur pays. Mais tout cela est un peu gâché par la déception de voir leur ministère des Affaires étrangères incapable de publier une déclaration de guerre officielle. Senji Abe était pilote de bombardier. Il a participé à la deuxième vague d'assaut aérien. Je savais au plus profond de moi que quelque chose d'important allait arriver. Ça semblait inévitable. Donc le trajet vers Pearl Harbor n'a pas du tout été surprenant ou impressionnant. C'était pas « on va donner aux Yankees un aperçu de ce qui les attend », pas du tout. C'était juste bon, j'imagine que ça y est, c'est parti. Quand l'ordre est arrivé, nous nous entraînions depuis 6 mois pour cet événement inévitable. Et nous étions prêts. Nous avions confiance en nous et nous savions que nous étions au maximum de nos capacités militaires. Depuis minuit, 5 sous-marins de poche se dirigent vers la rade de Pearl Harbor. Ce sont des Koyoteki. Manœuvrés par un équipage de 2 hommes et emportant 2 torpilles de 450 mm de type 97, ils progressent à une vitesse maximale de 16 nœuds, 29 km/h environ. Ils doivent torpiller les bateaux américains amarrés dans la rade. Aucun de ces midgets ne reviendra de cette mission suicide et 2 seront renfloués quasiment intacts à l'issue de la bataille. À 3h58, le dragueur de mine USS Condor a signalé au destroyer USS Ward la présence d'un sous-marin dans les eaux de Pearl Harbor. Les recherches sont demeurées infructueuses et l'amirauté n'a pas jugé nécessaire de donner l'alerte. Vers 6h30, le Ward repère un autre sous-marin dans le sillage du remorqueur Antares. 7 minutes plus tard, le destroyer ouvre le feu et coule le submersible. Pourtant, l'incident passe presque totalement inaperçu. De toute façon, il est déjà trop tard. Dans l'obscurité de l'aube de ce 7 décembre 1941, les pilotes japonais naviguent vers leur cible en captant la programmation musicale de la radio d'Honolulu. Nice to meet you. Nice to meet you, Serge. Let's fly. Oh yes. Plus de 75 ans après l'attaque, un pilote passionné, Douglas, m'a fait voler sur les traces des appareils japonais.
Direction le nord d'Oahu et la station radar d'Opana Point, la première à avoir repéré une anomalie dans le ciel hawaïen. Où est Opana Point? Opana Point est juste devant nous. Vous voyez les 3 dômes blancs sur la colline? C'est la station radio-militaire d'Opana Point. Bien sûr, en 1941, il n'y avait pas ces dômes. C'est juste des camions radars avec quelques gars dedans. En fait, ce sont les premiers à voir les avions japonais dans leur radar. Oui, ils les ont vus et ils ont su que leur arrivée était imminente. À 7 heures, à la station radar d'Opana Point, située près de la pointe nord d'Oahu, 2 soldats américains en service, George Elliott et Joseph Lockhart, détectent sur leur radar une forte concentration d'appareils. Ils contactent aussitôt leur supérieur, le lieutenant Kermit Tyler, qui est convaincu qu'il s'agit de 6 bombardiers B-17 arrivant de Californie. Ils ont appelé leur supérieur, mais ils ont pensé que c'était des avions américains venant de Californie et leur ont dit d'aller prendre leur petit déjeuner. Donc ils ont éteint leur radar et ils sont allés prendre leur petit déjeuner. Vers 7h30, le premier avion japonais fait une reconnaissance dans les alentours et donne le signal « Pearl Harbor dort ». Dix minutes plus tard, les avions torpilleurs et les bombardiers provenant de différentes directions apparaissent dans le ciel. À 7h53, le capitaine Mitsuo Fushida, à bord de son bombardier, indique à son commandement que l'effet de surprise est complet. Il lance le code convenu, la contraction des premières syllabes des mots Totsugeki, attaque, et Raigeki, avion torpille, en abrégé, Tora, Tora, Tora. Tigre, 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 en japonais. La première vague doit engager le flanc droit américain. Elle doit d'abord bombarder le terrain d'atterrissage de Wheeler Field, puis ceux de Hickam et Ford Island pour prévenir toute riposte aérienne. C'est ici que les avions japonais ont bifurqué pour attaquer Wheeler Field et Pearl Harbor. On fait un véritable voyage dans le temps, en fait. C'était la même météo qu'aujourd'hui? Oui, un peu de vent et un ciel dégagé. Un temps idéal pour voler bas et passer par le centre de l'île. Tout était quasiment similaire à aujourd'hui, à part quelques buildings en moins. Là, on vole à la même altitude que les avions japonais? Oui, ils ont volé bas tout du long. Cela leur a permis de n'être vus qu'au dernier moment. Wheeler Field est juste devant. Oui, juste devant nous, dans cette direction. C'est l'un des premiers objectifs de l'attaque. Oui, il y avait de nombreux avions stationnés à Wheeler Field. Les Japonais voulaient empêcher toute contre-attaque. Ils ont donc attaqué tous les avions qui étaient là sur le tarmac, en dessous de nous. Et Pearl Harbor est juste devant, par là. C'est spectaculaire. On voit que c'est vraiment le meilleur endroit pour accueillir la flotte du Pacifique. Oui, un bel endroit pour vivre et travailler. C'était un peu le paradis. On ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer ce matin-là. Le port de Pearl Harbor est toujours une base navale active. Les navires de guerre modernes y côtoient les vestiges du 7 décembre 1941. C'est Ford Island, là? Oui, Ford Island. On voit la tour de contrôle, là. Il y avait un dirigeable juste à côté. Vu du ciel, des masses sombres surgissent soudain autour de Ford Island. Ce sont les silhouettes de certaines épaves coulées au cours de l'attaque. Et sur notre gauche, là,
nous avons l'Arizona. C'est vraiment très impressionnant. Et l'huile qu'on voit à la surface, c'est celle de l'Arizona? Oui, l'huile fuit toujours de l'Arizona, même plus de 75 ans après. C'est vraiment incroyable de voir ça. Incroyable. Les avions japonais attaquent les navires amarrés autour de Ford Island. Le premier à être touché est l'Utah, puis l'Oglala et l'Helena, frappés par la même torpille. Le suivant est le Raleigh. À la même heure, alors que le contre-amiral Patrick Bélinger s'époumonne au téléphone pour donner l'alerte, un nouveau groupe de 29 bombardiers torpilleurs approche des cibles les plus importantes. Les cuirassés, également amarrés le long de la rive de Ford Island. Sur les navires, les sirènes hurlent et les haut-parleurs répètent en boucle. Attaque aérienne sur Pearl Harbor, ceci n'est pas un exercice. De façon inhabituelle, aucun cuirassé n'est en manœuvre ce jour-là. Ils sont tous à l'ancre dans le Battleship Row. Il y a là le Nevada, l'Arizona, le Tennessee, le West Virginia, l'Oklahoma, le California, le Maryland et un navire atelier, le Vestal. Chacune des attaques aériennes débute par l'engagement des bombardiers. Les unités de combat, notamment les chasseurs zéro, finissent le travail en mitraillant les navires en flammes. Ils doivent aussi s'opposer aux poursuites éventuelles, mais pour l'heure, le ciel est vide d'avions américains. Il est 8 heures, la baie est couverte par la fumée noire des incendies. Plusieurs navires sont en feu. De nombreux avions brûlent sur le terrain d'atterrissage de Ford Island. L'attaque n'a duré que 7 minutes et elle ne fait que commencer. Comment le général Short et l'amiral Kimmel ont-ils réagi quand ils comprennent que Pearl Harbor est attaqué? Eh bien, les deux réagissent. Tous deux doivent prendre en main les opérations. Ils doivent remplir leur rôle. Et c'est ce qu'ils font immédiatement. Mais en même temps, ils sont mortifiés, au sens littéral du terme, par ce qui arrive. Ils sont anéantis par les événements qui ont lieu ici. Il y a cette anecdote que j'aimerais partager avec vous. Husband Kimmel est dans son bureau, à la base sous-marine. Alors que l'attaque débute, une balle traverse la vitre, déchire le tissu de sa veste et le blesse superficiellement. Son officier de communication, debout près de lui, l'a clairement entendu se dire à lui-même « Cette balle aurait mieux fait de me tuer ». L'anecdote reflète bien ce qu'il pensait à ce moment précis. L'attaque n'est pas encore terminée qu'il sait déjà que sa carrière et sa vie sont derrière lui. On ne les avait pas envoyés ici pour laisser une attaque se produire, mais pour empêcher qu'une attaque se produise. Et l'attaque se produit, faisant de très nombreux morts, des pertes extrêmement lourdes. 2400 Américains sont tués. On leur avait demandé de défendre l'île d'Oahu, de défendre le territoire d'Hawaï. Mais rien que cette île s'étend sur plus de 1500 km². Elle est immense. En d'autres termes, on leur a demandé plus qu'ils ne pouvaient espérer accomplir. À 8 heures, l'USS Oklahoma est touchée par 3 torpilles qui provoquent l'extinction des lumières. La confusion est la plus totale. Certains matelots tentent de rejoindre leur poste de combat. D'autres sautent à l'eau ou demeurent terrés dans les entrailles du navire. Le bateau prend du gîte à bâbord. Il est en train de chavirer. Le capitaine Ken Worthy ordonne l'évacuation, mais 1000 hommes sont bloqués à l'intérieur du cuirassé. À 8h03, 2 nouvelles torpilles touchent l'épave. Le navire atteint un gîte de 60 degrés. Le chavirement est désormais inexorable. 400 hommes vont rester bloqués dans la coque.
Daniel Martinez a voué la plus grande partie de son existence à l'histoire de l'attaque sur Pearl Harbor. Peut-on imaginer ce qui est arrivé sur l'USS Oklahoma? C'est difficile à imaginer parce que ça a été vraiment atroce. L'Oklahoma était amarré juste ici, dans l'allée des Cuirassés, et il a été bombardé par une dizaine d'avions torpilleurs. Parfois, le bateau était touché par plusieurs torpilles à la suite. Au début de l'attaque, les torpilleurs ont frappé des deux côtés de Fort Island. De ce côté, il y avait l'allée des Cuirassés. Les Japonais ont lancé plusieurs attaques successives sur les Cuirassés amarrés là, et le plus exposé était l'USS Oklahoma. Donc les avions torpilleurs arrivaient à environ 9 mètres au-dessus de la surface de l'eau et lâchaient leurs torpilles, qui, une fois tombées, filaient dans l'eau à 25 ou 30 nœuds et allaient s'écraser contre les coques. Les explosions provoquaient d'immenses geysers qui pouvaient monter jusqu'à 180 mètres de haut. Et le trou sur le flanc du bateau était si énorme qu'un bus aurait pu passer au travers. L'Oklahoma avait encaissé tellement de tirs de torpilles qu'il était impossible de le rééquilibrer. Il a alors commencé à sombrer et à mesure qu'il prenait du gîte, ses mâts s'enfonçaient dans la boue et il a fini par chavirer complètement. À 8h05, l'Arizona reçoit une première salve de bombes qui traverse le pont mais ne cause que des dégâts mineurs. Une minute plus tard, à 8h06, lors d'un deuxième passage, un bombardier volant à 10 000 pieds, 3 000 mètres environ, largue un obus de marine modifié pour être utilisé comme une bombe de 800 kg. Le projectile met 26 secondes avant de percer le pont au niveau de la tourelle avant et de finir sa course dans une soute à munitions. Le résultat est immédiat. Le cuirassé se soulève de 6 mètres. 1177 hommes meurent instantanément. Nous nous trouvons ici sur un lieu historique. En effet, il n'y a pas plus historique à vrai dire. C'est ici que repose l'épave de l'USS Arizona, entre les deux balises blanches que vous voyez là-bas. Un cuirassé de 185 mètres de long, 29 000 tonnes. On a du mal à se rendre compte de l'immensité de ce navire, puisque tout est désormais sous la surface de l'eau. Et pourtant, il est bien là. Plus de 70 ans après, il est toujours là, à l'endroit exact où il était, peu après 8 heures, ce dimanche 7 décembre 1941. Peut-on imaginer ce qui s'est passé ici? Oui, dans la célèbre séquence filmée qui capte la mort de ce navire, on peut voir la proue se soulever à près de 10 mètres dans les airs et se détacher du reste de l'Arizona. On peut voir l'avant du navire s'élever brusquement et s'effondrer. Avec l'onde de choc, une immense vague vient percuter cette rive. Puis on voit des dizaines de sacs de poudre, utilisés pour les 40 principaux canons de l'Arizona, être projetés hors du navire et tomber ici sur Ford Island. Certains explosent lorsqu'ils s'écrasent sur le sol. Cette incroyable explosion s'est produite juste ici. Et elle a emporté avec elle la vie de 1177 Américains. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes là? J'ai dédié ma vie à tenter de comprendre ce que fut l'expérience américaine de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ici que cette expérience commence. Je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais pour moi, ce sol est sacré. Il y a une force émotionnelle plus forte que dans tous les autres lieux que j'ai pu visiter. Et j'ai visité presque tous les endroits où cette guerre s'est déroulée. Et parfois encore, ça me laisse sans voix. L'Arizona coule en 7 minutes
entraînant dans la mort 1177 hommes. Plus de 70 ans après l'attaque, sa coque, devenue un mémorial, suinte toujours du carburant. Donald Stratton était matelot sur l'Arizona. Il avait 19 ans. Il se souvient de la violence de l'assaut. J'étais dans la 6e division, qui était une division navale. Nous étions en charge du canon anti-aérien, placé du côté du quai. Je me trouvais presque au niveau du poste de commandement, qui était un étage au-dessus du pont. Je venais de finir mon petit déjeuner et je suis sorti sur le pont. C'est alors que j'ai découvert ce qu'il se passait. Un avion s'est éloigné et j'ai vu le rond rouge, le symbole du Japon, et j'ai compris que les Japonais bombardaient Ford Island. Donc j'ai rejoint mon canon et on a commencé à leur tirer dessus. Je pouvais voir les bombardiers qui venaient vers nous et les torpilles dans l'eau. Je voyais le Pennsylvania en cale sèche, le West Virginia et le Tennessee devant nous, et le Nevada derrière. Tout le monde se faisait tirer dessus par les bombardiers en piqué, pendant que les autres, en altitude, faisaient beaucoup de dégâts avec leurs bombes. Pour les toucher, il fallait orienter nos armes à 90 degrés vers le haut. Soudain, l'Arizona a été touché. Et la gerbe de flammes que ça a provoqué est montée à plus de 30 mètres. Nous étions à l'intérieur du poste de commandement, près du couloir. Et donc les murs qui nous protégeaient étaient fins. Et quand on a été touché par une bombe, on n'avait nulle part où aller. Ça nous a semblé durer une éternité. Mais finalement, les flammes se sont calmées et on a pu embarquer sur des petits navires pour rejoindre les quais. Et là, on nous a mis dans des camions pour nous amener à l'hôpital de la Navy à Pearl Harbor. Quelle journée horrible. Un autre cuirassé, l'USS West Virginia, est frappé par 9 torpilles et 2 bombes de 600 kg. 2 de ses réservoirs sont percés et rejettent dans la rade des tonnes de pétrole. Le bateau coule doucement. Des centaines d'hommes sont dans l'eau couverte de nappes de mazout, dont certaines sont en flammes. D'autres tentent de s'extraire des superstructures. Mais ce n'est pas fini. Les avions de la deuxième vague sont en route. Ils ont décollé il y a 1 heure. Quand le commandant a décollé dans le tout premier avion, il a aussitôt disparu. On aurait dit qu'il s'était précipité au bout du porte-avions pour tomber dans la mer. Donc j'étais très soulagé quand je l'ai vu remonter. L'un après l'autre, 78 avions ont décollé du porte-avions en direction de Hawaï. Moi, j'étais dans le dernier, donc j'avais une position stratégique qui me donnait une vue d'ensemble de notre force de frappe. Et je me suis rappelé que le pilote qui suit la flotte est toujours le plus important. Et c'était moi. Quelle fierté! Touché par une torpille en flammes, l'USS Nevada tente d'appareiller pour sortir de la rade. En l'absence du commandant et de son second, c'est le lieutenant-commandeur Francis Thomas qui est à la manœuvre. Daniel, comment se déroule la tentative d'appareillage de l'USS Nevada? Eh bien, la première attaque a pris fin à 8h30, ce qui offrait un moment pour se regrouper. L'équipage de l'USS Nevada, lui, voulait entrer en action. Ils ont largué les amarres sans l'aide de remorqueurs. Normalement, c'est impossible, mais ils l'ont fait. Le capitaine n'était même pas à bord. Ils ont manœuvré et s'apprêtaient à prendre la mer pour donner à leur navire une chance de se battre. Ils ont donc quitté leur emplacement en se déplaçant lentement,
à environ 5 nœuds, vers là-bas. Au fur et à mesure qu'ils longeaient l'allée des cuirassés, les soldats autour acclamaient « Il y a des gars qui sortent !» C'était comme un match de football. Mais autour d'eux, il n'y avait que des morts et des décombres. L'Arizona était ravagé par un incendie incontrôlable. Et quand le Nevada est passé devant lui, ces hommes mettaient encore les cadavres à l'abri des explosions d'obus. Le Nevada était sur le point de sortir du port, mais à 8h40 précises, alors qu'il avançait par là-bas, vous voyez l'USS Missouri, les avions japonais sont arrivés de Waikiki. C'était la seconde vague, et quand ils ont vu le navire, les Japonais ont commencé à lâcher leurs bombes et à le mitrailler en piqué. Le Nevada a continué à avancer malgré les dégâts provoqués par l'attaque. Mais a-t-il réussi à sortir du chenal? Je vais vous montrer où il a échoué. Cette zone juste ici n'existait pas le 7 décembre. Il n'y avait qu'un petit embarcadère. Mais quand vous étiez à cet endroit, Serge, vous pouviez voir ceci là-bas. Vous voyez le bâtiment vert en forme de hangar? Le Nevada ne pouvait pas s'en sortir. Il était très endommagé. Il a commencé à couler. Alors l'équipage a poussé le navire vers le rivage. Ils ont volontairement percuté la terre ferme et ont fait échouer le bateau pour ne pas bloquer le chenal. Et c'est là que le vent, le même que vous sentez aujourd'hui, a commencé à pousser le navire qui a fini exactement à cet endroit. Mais il n'est pas mort pour autant. Malgré tout ça, il a été rappelé en chantier naval et réparé. Il était en Normandie pour se battre contre les Allemands et participer à la reconquête de l'Europe et à la libération de la France. Un destin merveilleux. Oui, un destin incroyable. À 8h30, une deuxième vague d'appareils forte de 167 avions, dont 54 bombardiers B-5N2 KT, vise le flanc droit de l'île d'Oahu. Divisée en 4 unités, cette attaque est principalement lancée sur la base de Kaneohe, à l'est de Pearl Harbor, mais également sur les bases de Hickam Field et de Ford Island. Martin, quels étaient les ordres donnés aux pilotes japonais de la deuxième vague? La deuxième vague arrive au-dessus d'Oahu, principalement depuis la côte est de l'île. On se base alors sur les informations fournies par la première vague. On sait que les Américains sont désormais sur le qui-vive. On sait qu'ils vont se défendre. La deuxième vague comporte donc davantage de chasseurs pour anéantir les défenses antiaériennes et de bombardiers en piqué. Elle a aussi pour cible plusieurs terrains d'aviation qui n'avaient pas été visés pendant la première vague. Les Japonais sont conscients qu'après le passage de la première vague, ils peuvent désormais faire un carnage. La plupart des destructions auraient dû avoir lieu lors de la première vague, ce qui fut le cas. La deuxième vague aurait dû alors être en position de frapper des unités devenues vulnérables et occupées à combattre les incendies ou à essayer de récupérer leurs blessés. Sur ce point, ils ne se sont pas trompés. La deuxième vague s'apparente plus à une opération de nettoyage et elle se déploie au-delà du port. Toutes les installations de l'île d'Oahu sont bombardées le 7 décembre, pas seulement Pearl Harbor. Et pendant la deuxième vague, les Japonais réussissent à frapper des endroits qui avaient été épargnés lors de la première vague. L'ordre est d'achever les navires, de détruire toutes les installations terrestres ayant échappé à la première vague, y compris l'hôpital naval. Mais cette fois, l'attaque est bien plus complexe, car les fumées épaisses des incendies masquent les cibles et les batteries antiaériennes américaines se sont mises en action. Certains servants tirent sans faiblir après avoir été touchés par plusieurs éclats. En dépit du manque de préparation et des scènes de panique, plusieurs militaires s'illustrent durant la bataille. L'amiral Kidd et le capitaine Van Valkenburg se ruent sur le pont de l'USS Arizona afin d'organiser la défense. Ils y sont tués par l'explosion d'un dépôt d'armes.
L'enseigne de vaisseau Joe Taussig dirige l'artillerie antiaérienne de l'USS Nevada. Il est blessé grièvement, mais continue de servir à son poste. Doris Miller, qui sert alors comme cuisinier sur l'USS West Virginia, s'empare d'une mitrailleuse de lutte antiaérienne. Il touche au moins un avion japonais alors que son navire est bombardé. On estime que 14 pilotes américains parviennent à décoller entre 8h30 et 9h, notamment à partir du petit terrain de maintenance d'Alewa, qui ne constituait pas une cible de l'attaque japonaise. Leurs appareils sont de deux modèles. Des Curtiss P-36 Hawk, les premiers chasseurs modernes monoplans de construction entièrement métallique, pouvant atteindre une vitesse de 520 km/h, armés d'une mitrailleuse Browning M2 de 12,7 mm et d'une mitrailleuse Browning M1919 de 7,62 mm. Des chasseurs considérés comme obsolètes dès le début de la guerre. Et des Curtiss P-40B Warhawk armés de deux mitrailleuses Browning M2 de 12,7 mm dans le nez de l'appareil et de 4 mitrailleuses Browning M1919 de 7,62 mm dans les ailes. Un bon nombre de pilotes sont abattus dès le décollage, d'autres prennent les airs. Maigre défense. Ils abattront tout de même entre 8 et 11 avions japonais avant de regagner leur base, où certains seront touchés par leur propre défense antiaérienne. À 9h45, les avions de la deuxième vague se retirent. En 2 heures, la quasi-totalité des 188 appareils américains stationnés à Hawaï a été détruite ou endommagée. Dans la rade, 18 navires, dont 8 cuirassés, sont la proie des flammes ou ont déjà coulé. Mais les dépôts de carburant et les infrastructures de Pearl Harbor n'ont pas été touchés. Une troisième vague aurait-elle pu être lancée? Qu'en est-il de la possibilité d'une troisième vague? La troisième vague, c'est une des légendes persistantes autour de Pearl Harbor. Il y a cette croyance selon laquelle les Japonais avaient planifié une troisième attaque et que l'amiral Nagumo l'a finalement annulée. Mais nous savons aujourd'hui que c'est absolument faux. Les Japonais avaient envisagé une attaque en 2 vagues et une tentative de troisième vague aurait été tout bonnement impossible puisqu'ils se retiraient de la zone. D'autant que le soleil se couchait à 18h et que la nuit tombait. Sans compter qu'après la deuxième vague, les Japonais avaient perdu 29 avions au-dessus d'Oahu. D'autres qui étaient parvenus à rentrer étaient sérieusement touchés. Ils étaient donc incapables de rassembler une force d'attaque comparable à celle de la première vague. 183 avions pour la première vague, ils n'auraient même pas réussi à rassembler la moitié. Ce mythe de la troisième vague a été véhiculé après la guerre par un homme du nom de Mitsuo Fushida, qui avait conduit la première attaque le 7 décembre. Mais c'est une des légendes sur Pearl Harbor qui résiste au temps. Encore une légende sur Pearl Harbor. Oui, et il y en a encore bien d'autres. Lorsqu'ils appontent sur leurs porte-avions respectifs, les pilotes japonais éprouvent des sentiments mitigés. Ils sont partagés entre la jubilation d'une attaque qu'ils ont accomplie sans faillir et la tristesse d'avoir perdu 29 appareils, 55 pilotes. Un autre sentiment se fait jour assez rapidement chez certains militaires nippons. Le regret d'avoir attaqué un adversaire sans déclaration de guerre préalable. Cependant, pour la population de l'archipel du Soleil levant, le raid sur Pearl Harbor demeure une action légitime, destinée à protéger la nation et à défendre les intérêts du Japon en Asie. Dans les heures qui suivent l'attaque sur Pearl Harbor, les Japonais se lancent sur la Malaisie, Hong Kong, Guam et Wake. Le 16 décembre, les forces nippones contrôlent l'île de Bornéo. Hong Kong capitule le 25 décembre. Singapour, au mois de janvier 1942.
Dans la rade de Pearl Harbor, le spectacle est dantesque. Les superstructures des navires brûlent encore et les marins-pompiers se battent pied à pied pour combattre les incendies. Dans l'USS Oklahoma, dont n'émerge plus que la quille, des dizaines d'hommes sont demeurés coincés, enfermés dans des bulles d'air, à fond de cale. Peut-on imaginer ce qui s'est passé à l'intérieur de l'USS Oklahoma? Ça a dû être terrible. C'était impensable. Imaginez-vous ici, devant un navire de la taille de 2 terrains de football américains en train de chavirer. C'était forcément tragique pour l'amiral Kimmel et ceux qui regardaient la scène. Mais pour l'équipage, c'était terrifiant parce qu'ils étaient piégés dans le cuirassé, comme dans une tombe. Plus tard dans la journée, il y en a qui ont eu la chance de trouver un moyen de s'échapper en plongeant vers le fond du bateau pour remonter ensuite. 30 hommes l'ont fait, c'était incroyable. D'autres ont réussi à rejoindre le fond du bateau qui était alors à l'air libre. Ils tapaient frénétiquement contre la coque parce que l'air se raréfiait et que l'eau montait. Et donc on a envoyé des équipes de sauveteurs. Ils ont commencé à cisailler la coque, mais parfois les hommes à l'intérieur mouraient noyés parce que l'air s'échappait par l'ouverture. Les sauveteurs utilisaient aussi des torches et puis ensuite des marteaux-piqueurs. Et puis ils ont compris qu'il fallait injecter de l'air avec des pompes pour protéger les hommes dedans. Et ils ont réussi à extraire 32 hommes du navire. Mais la plupart sont morts à l'intérieur. 429 hommes, officiers, matelots, marines sont morts là-bas. Quand vous regardez Pearl Harbor aujourd'hui après l'attaque, c'est comme regarder un cimetière. Ces navires, ce sont leurs tombes. À 7 h du matin, le lundi 10 décembre 1941, le capitaine Ken Worthy décide de stopper les recherches. 2 mois plus tard, les ouvriers retrouveront dans l'épave des corps de marins ayant survécu 19 jours avant de périr. Le spectacle est si horrible que la plupart des hommes refusera de travailler sur le site. Seuls des volontaires, pour certains rescapés du désastre, aideront au renflouement du navire. Le bilan des pertes sur l'USS Oklahoma est terrible. 429 morts et 32 blessés sur 1354 hommes d'équipage. À Pearl Harbor, 2403 Américains sont morts, dont 68 civils. Trois cuirassés, l'USS Utah, l'USS Arizona et l'USS Oklahoma, ont été détruits, mais tous les autres bâtiments touchés seront renfloués et remis en état dans les mois suivants. Les 3 porte-avions américains, absents de la rade au cours de l'attaque, sont intacts. L'Amérique possède encore une force navale capable de lui permettre de rentrer en guerre. C'est ce qu'elle va faire. America has been attacked without warning. That's the dramatic news that Presidential Secretary Early tells the press. Partout aux États-Unis, la nouvelle de l'attaque fait la une des journaux. Les Américains sont choqués, traumatisés par la violence et la soudaineté de l'assaut. Pour la première fois, une opinion publique jusqu'alors divisée quant à la participation du pays à la Seconde Guerre mondiale se retrouve unie autour d'un seul credo, venger Pearl Harbor. Le comité pacifiste America First décide lui-même de sa dissolution et les adversaires politiques du président Roosevelt acclament le discours qu'il prononce devant le Congrès le lundi 8 décembre, lendemain même de l'attaque. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday,
December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Les États-Unis sont désormais en guerre. La loi sur la conscription, votée dès le 20 décembre 1941, élargit la mobilisation à tous les Américains entre 20 et 40 ans. Un géant endormi se réveille. Les usines d'armement tournent déjà à plein régime. Malgré cette union sacrée, dès le lendemain de l'attaque, polémiques et controverses agitent l'opinion publique américaine. Qui est responsable de ce désastre? Entre décembre 1941 et juillet 1946, 7 commissions administratives et une commission spéciale vont mener l'enquête. La première de ces commissions rend ses conclusions au Congrès dès le mois de janvier 1942. Elle accuse le général Short et l'amiral Kimmel de manquement à leur devoir quant à la défense de Pearl Harbor. Les deux hommes sont aussitôt relevés de leurs fonctions. Pour sa défense, Husband Kimmel se dit alors victime d'un complot visant à cacher la responsabilité du gouvernement et de l'état-major. Certains adversaires républicains de Roosevelt iront même jusqu'à insinuer qu'il était au courant d'une attaque qui donnait une occasion rêvée de faire entrer son pays dans la Seconde Guerre mondiale. D'autres rumeurs, aux conséquences encore plus dramatiques, circulent dans les jours suivant l'attaque. Les ouvriers nippons de l'île auraient coupé les champs de canne à sucre pour former des flèches, indiquant le chemin de la base de Pearl Harbor. Les forces japonaises seraient prêtes à débarquer à Hawaï ou sur la côte ouest. Tous les ressortissants japonais résidant aux États-Unis et les Américains d'origine japonaise sont mis à l'index. Des lynchages s'organisent, des innocents sont molestés, des femmes sont insultées en pleine rue. Le président Roosevelt prend des mesures drastiques. Les régions situées à moins de 160 km de la côte ouest deviennent autant de zones d'exclusion. En mai 1942, toutes les personnes d'origine japonaise doivent se présenter au centre de rassemblement pour évacuation, vers des centres de relogement qui ne sont en fait rien d'autre que de véritables camps d'internement. Près de 120 000 nippo-américains, dont certains ont combattu pendant la Première Guerre mondiale, abandonnent ainsi leurs maisons, leurs entreprises, leurs fermes, pour rejoindre ces camps construits dans l'urgence. Certains ne retrouveront jamais leurs biens, pillés par leurs voisins dès leur évacuation. À Pearl Harbor, les Japonais ont perdu 64 hommes, 55 aviateurs et 9 sous-mariniers. Les 5 sous-marins de poche ont été coulés ou pris intacts et l'enseigne de vaisseau Kazuo Sakamaki a été capturée. Il est le premier prisonnier de guerre japonais du conflit. L'audacieux plan de Yamamoto semble avoir atteint tous ses objectifs. Cette réussite est pourtant très loin d'être totalement complète. Martin, l'attaque sur Pearl Harbor a-t-elle été un succès, oui ou non? Je pense que non. Pour les Japonais, l'objectif principal de l'attaque du 7 décembre était de parvenir en quelques mois seulement à signer la paix avec les États-Unis, aboutir à un armistice. Ils voulaient désarmer notre flotte suffisamment longtemps pour pouvoir s'emparer de régions du sud-est de l'Asie, riches en ressources, l'Indonésie principalement. Ils ne voulaient pas d'une guerre d'usure qui durerait des années et coûterait la vie à des millions de Japonais. Ils ne voulaient pas non plus d'une campagne de bombardement stratégique qui aurait eu pour cible les grandes zones urbaines et l'ensemble du Japon, et qui se serait terminée par 2 bombes atomiques. Alors si vous ne considérez que le 7 décembre, si vous observez l'épave dans la rade de Pearl Harbor et si vous pensez aux 2403 Américains qui ont perdu la vie ce jour-là, alors oui, l'attaque a l'air d'être un succès. Mais si vous voyez plus large, à plus long terme, l'attaque est en réalité un véritable échec.
car elle plonge le Japon dans une guerre qu'il ne peut espérer gagner et qui l'amènera finalement à devoir capituler. Si Pearl Harbor a été une victoire, cette attaque a surtout réveillé une grande puissance jusque-là apathique. L'amiral Yamamoto le savait, lui qui déclarait déjà avant l'assaut « Je peux caracoler pendant 6 mois. Après ça, je n'ai pas d'espoir de succès. » Avait-il seulement 6 mois devant lui? Contrainte de se battre sans ses cuirassés endommagés ou coulés à Pearl Harbor, la marine américaine se voit obligée de développer de nouvelles tactiques navales. À l'image des Japonais, lors de l'attaque du 7 décembre, ils combinent porte-avions et sous-marins dans des task forces chargées de missions déterminées. Cette nouvelle méthode allait permettre de contrer l'avancée nippone dans le Pacifique. 6 mois à peine après le raid sur Pearl Harbor, au mois de juin 1942, la flotte américaine infligera une cuisante défaite à la marine impériale japonaise au large de l'atoll de Midway. La puissance industrielle des États-Unis s'était déjà mise en route. Yamamoto avait perdu son pari. 6 mois ne lui avaient pas suffi à conquérir l'Asie et à mettre à genoux la puissance américaine. Si le drapeau de l'Empire du Soleil Levant n'était pas prêt de flotter sur Washington, il faudrait tout de même de longs mois de guerre et de combats acharnés avant que les troupes de l'oncle Sam ne parviennent à conquérir toutes les îles perdues du Pacifique. La route vers Tokyo allait être très longue. En ce mois de décembre 1941, les États-Unis fourbissent leurs armes et se rangent officiellement aux côtés des Alliés, mais la Seconde Guerre mondiale, elle, est bien loin d'être terminée.